Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-du-6 Alger Champ 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte. Alors la première chose qui vous frappe lorsque vous arrivez au siège du CDTA, c'est évidemment la forte affluence au niveau de la salle d'attente. Alors il y a de tout, il y a des jeunes, il y a des chercheurs de stage, il y a des étudiants. Et Madame Touati va nous expliquer le pourquoi du comment de ce beau monde. Madame Touati, merci beaucoup de nous accueillir au CDTA. Je vous en prie, bonjour, vous êtes les bienvenus au CDTA. C'est le Centre de développement des technologies avancées, situé à Bab Hassan, Alger. C'est un centre, le nombre d'étudiants que vous voyez là... Alors, c'est en majorité des étudiants, ceux qu'on est en train de voir là tout de suite. Oui, c'est des étudiants. Nous avons des étudiants parce que la mission principale, une des missions principales du CDTA, c'est offrir la formation aux étudiants, aux universités, et de pouvoir faire des projets de fin d'études au centre, de pouvoir accéder au laboratoire du centre et de leur permettre aussi d'apprendre ce que fait réellement les chercheurs au niveau de nos équipes de recherche. Alors ça brasse très large, vous m'avez dit, ça va de la mécanique à parfois la gestion de la ressource humaine, c'est vraiment un large aéropage. Oui, puisque nous avons différents laboratoires, différentes divisions de recherche. Nous avons de la robotique, nous avons les lasers, la microélectronique, l'architecture des systèmes multimédia, les télécoms. Et nous avons aussi des plateformes technologiques comme la plateforme de prototypage et la plateforme de microfabrication. Donc ces différentes plateformes, aussi la plateforme des MEMS, permet aussi aux étudiants d'accéder à nos différentes divisions pour préparer déjà leur projet de fin d'études, aussi par rapport à la plateforme de prototypage, ça prend aussi même des étudiants, non seulement les universitaires, mais aussi des étudiants et des stagiaires qui nous viennent des centres de formation professionnelle. Ah, bah ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup justement de centres en Algérie qui s'intéressent à cette catégorie d'apprenants. Ça permet aussi aux apprentis d'adhérer et d'accéder au CDTA en tant que stagiaires et apprentis. Évidemment, nous allons passer cette émission à faire le tour des différents laboratoires. Vous êtes les bienvenus. La première étape de notre exploration passionnante du CDTA, c'est la fameuse salle noire. Alors le docteur Semir Belbekassem, qui est maître de recherche, va nous expliquer ce que c'est. Cette salle, c'est une salle, elle a comme objectif d'abriter ce qu'on appelle une cave, une plateforme de réalité virtuelle. L'objectif, c'est faire des simulations. C'est-à-dire un utilisateur porte un casque et à l'intérieur d'une scène 3D complètement immersif, donc il peut faire des manipulations, il peut interagir dans un environnement 3D. Alors c'est une technologie qui a été vulgarisée notamment par les jeux vidéo, mais quelles sont les applications réelles, pratiques et pragmatiques? En réalité, pourquoi les jeux vidéo en premier? Parce que c'était dans un objectif commercial. C'est-à-dire les grandes sociétés investissent dans la 3D du point de vue jeux vidéo. Mais actuellement, il y a beaucoup d'applications, surtout tout ce qui est industrie. Industrie aussi. Pour, par exemple, la simulation pour montage, démontage de pièces, c'est-à-dire dans la partie formation, la partie maintenance, aide à la maintenance. C'est-à-dire on fournit un environnement 3D aux techniciens pour intervenir à la machine, c'est-à-dire pour l'aider à intervenir à la machine. Il y a l'industrie, il y a aussi médical. Parce qu'on est sur deux projets, c'est-à-dire, par exemple, former des gens, des médecins sur un corps 3D, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que plutôt que faire son apprentissage sur un vrai malade... Pour l'aide à la chirurgie, formation, par exemple, en anatomie, la rééducation fonctionnelle. Il y a aussi un autre volet, c'est tout ce qui est bâtiment.
C'est-à-dire on peut visualiser avant de construire un bâtiment. C'est comme si un plan 3D, un bâtiment, à l'intérieur comment il est, on peut proposer des modifications, etc. Hatem. Et comment ça se passe, c'est-à-dire votre apport par rapport à tous ces équipements que vous allez installer ici dans cette salle? Est-ce que c'est des logiciels que vous développez ou bien, c'est-à-dire comment vous allez approcher cette et quels sont est-ce que vous avez des relations avec des clients potentiels de ce genre d'application? Tout à fait. D'ailleurs, l'objectif c'est ça. En réalité, cette plateforme, elle a deux vocations. Vocation, tout ce qui est développement, prestation, et l'autre c'est recherche. Donc pour la partie développement, l'objectif c'est de développer des applications, pas des logiciels, hein, des applications. C'est-à-dire on utilise des logiciels 3D qui sont connus pour développer des applications 3D. Donc c'est ça l'objectif. Hein. C'est beaucoup plus dans le cadre simulation. La partie recherche, c'est on essaye de contribuer, d'ajouter c'est-à-dire de résoudre certains problèmes, parce qu'actuellement, malgré il y a des points de vue technologiques, il y a une avancée, mais il y a toujours des problèmes qui sont posés. Par exemple, on est émergé, c'est vrai, mais on n'a pas des sensations. Nous, on travaille sur, par exemple, un des volets de recherche, c'est ajouter des sensations, sentir le froid, sentir... voilà. Impliquer les 5 sens, carrément. Tout à fait, c'est ça. D'ailleurs, il y a tout un projet, je dis ça, mais c'est pas pour comparer, mais pour voir l'intérêt. Il y a Zuckerberg, il a mis toute une équipe qui s'intéresse à ajouter les sensations, les émotions. Pour que son méta soit plus immersif. Nous, on est sur deux problématiques. Par exemple, sentir que je touche quelque chose. Pour le moment, il n'y a pas... Donc, j'ai une sensation que je touche un objet 3D qui est absent en réalité. Et puis, il y a une sensation de température. Si je touche un objet, je sens qu'il est chaud ou il est froid. Donc, on a une tendance vers ça. Un des volets de recherche sur tout ce qui est 3D. Hatem. Et vous travaillez avec d'autres laboratoires ou bien d'autres équipes de recherche ici en Algérie et même à l'étranger? Et comme cette plateforme, il y a les deux, développement et recherche. Tout ce qui est développement, on travaille par exemple du point de vue médical avec l'hôpital de Ben Aknoun, avec le CHU de Mstra Bacha. On a déjà travaillé avec Air Algérie. On est en train de travailler avec Sonatrach, voilà, tout ce qui est partenaire socio-économique. C'est bien, on est en train de sortir de cette logique d'importation presque systématique. C'est formidable. Voilà. C'est-à-dire, nous, on va dans le sens de faire une recherche utile, pas une recherche qui reste dans les terroirs. Ici, on a des conventions avec des centres de recherche comme le CIRIST, même l'université comme Babzouar, CETIF, il y a des universités, des centres de recherche et des labos. Sur le plan coût de ces solutions, est-ce que c'est concurrentiel? C'est concurrentiel, dans le sens, est-ce que ça vaut le coup de développer la solution CDTA pour une entreprise lambda plutôt que de l'importer directement en fait? Oui, c'est-à-dire nous, généralement lorsqu'on fait des prestations, la partie prestation, c'est-à-dire un des avantages en comparant par rapport à l'étranger, c'est tout ce qui est service après-vente. C'est-à-dire s'il y a des problèmes, il revient vers nous. C'est-à-dire que j'achète la solution, mais le CDTA ne me laisse pas tomber et m'accompagne par la suite. Un des volets. Et un autre volet, c'est qu'on peut faire des solutions dédiées. Et même les gens, ils sont accompagnés, par exemple. Des solutions dédiées, c'est-à-dire pour l'auditeur qui n'est pas forcément technicien. Par exemple, sur la Sonatrach, lorsqu'on a fait une prestation pour proposer une mise en service. Ils ont une plateforme qui est ancienne. Donc, on a proposé comment on va la mettre en service. Donc, les techniciens de Sonatrach, ils étaient avec nous. Donc, on leur a expliqué ce qu'il faut. Donc, par rapport à l'étranger, ils donnent une solution clé. Mais après... Merci beaucoup, docteur. Hatem, on continue notre visite? Oui. Allez, c'est parti. Et on continue notre passionnante visite du CDTA, c'est le Centre de développement des technologies avancées. Nous avons le plaisir d'être accueillis par le docteur Djekoun Walid. Alors, il est maître de recherche. Ah, s'il vous plaît, merci beaucoup pour l'accueil. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu à tout moment. Alors, où est-ce qu'on est là maintenant tout de suite? Ici, on voit un drone de surface. Le projet a été à la demande de l'Agence nationale des barrages et transferts.
pour scruter le fond des barrages et pour calculer et estimer le taux d'envasement des barrages. Donc ce projet est en phase finale. Alors, il a été créé au sein du CDTA de A à Z. Conçu et réalisé. Conçu et réalisé. Réalisé au CDTA. Donc nous n'avons pas acheté directement matériel. La majorité des cartes électroniques embarquées ont été conçues et développées au sein du CDTA. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément ingénieurs le processus justement de développement d'un tel prototype? Ça commence d'abord par l'idée. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord un besoin. Voilà. Besoin. Donc, un besoin doit être bien exprimé par le partenaire. Et ensuite... Alors, que j'explique à nos auditeurs. Bonjour, je suis une entreprise Intel, j'ai telle problématique. Bonjour le CDTA, est-ce que vous pouvez m'aider à la résoudre? Oui, donc ça dépend de la demande. Est-ce que vous aurez besoin d'un système automatique, ou là, automatisé, ou là, un système téléopéré? Avec de la présence humaine, avec un téléopérateur ou évidemment totalement autonome. De notre partenaire ANPT, donc nous avons commencé par la téléopération déjà. Après, on va procéder à l'automatisation, c'est-à-dire l'intelligence. Donc le drone se déplace d'une manière intelligente, autonome. Pour l'instant, il est téléopéré, mais l'objectif principal pour le projet, c'est l'opération de bathymétrie, de maîtriser déjà la technique de la bathymétrie. Alors, c'est quoi la bathymétrie? La bathymétrie, c'est une technique utilisée dans les océans, mais elle est utilisée aussi dans les barrages. C'est connaître déjà la surface, la structure du sol marin ou le sol du barrage. Est-ce que c'est de la vase? Est-ce que c'est de la roche? Est-ce que voilà. Connaissant déjà, on sait déjà, par exemple, le depth, la profondeur du barrage. Et au fil des années, donc la vase commence à s'accumuler par endroits. Donc elle ne s'accumule pas d'une manière uniforme, c'est par endroits. Donc après certaines années, on connaît par exemple tel endroit il est incomplet, tel, et on peut connaître, estimer le taux d'envasement du barrage. On sait tous que le barrage, la durée de vie d'un barrage, c'est en fonction du taux d'envasement. Donc vous allez cartographier en quelque sorte le barrage. C'est la cartographie du sol. Voilà. Oui. Et donc, ça permettra de cibler les endroits où est-ce qu'il faut faire des opérations. Des opérations de dragage, par siphonnement ou par truc mécanique. Bathymétrie, c'est envoyer des ondes sonores et récolter le signal. Un signal et l'interpréter. Et interpréter pour connaître déjà la distance. Et on fait plusieurs points, donc on sait, c'est à partir des points, on calcule la structure. L'envasement et là où il faut intervenir, bien évidemment. Lorsqu'on est rentré dans le laboratoire, on a vu un mignon petit robot en train de tourner à droite et à gauche. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un robot mobile d'expérimentation. Donc il y a ma collègue, elle est en train d'implémenter des lois de commande et tester sur le robot mobile direct. Alors des lois de commande, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est? Il y a la consigne. Comment le robot exécute une consigne, qui a plusieurs manières. C'est-à-dire, s'il trouve un obstacle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il évite les obstacles. Mais la commande, c'est au niveau bas niveau, c'est au niveau moteur. Quand on augmente, c'est au niveau stratégie de navigation. Il y a chaque niveau d'abstraction dans la robotique mobile, il y a des méthodes qu'on utilise. Même question, quelles sont les applications concrètes? Bon, au-delà des aspirateurs, etc. Comme ce type de robot, donc il peut être utilisé en interne, et par exemple clean robot ou robot de surveillance. Les seules applications que ce robot peut exécuter. Hatem Houssini. L'auditeur peut se poser une question. Il dit que ces bidules existent dans le reste du monde. Dans le reste du monde, surtout dans le commerce à côté. Quel est l'avantage de développer soi-même ce genre d'application au-delà de la prouesse technologique? Le but final, c'est c'est l'expertise. Donc chaque robot possède une empreinte de son fabricant. Et chaque architecture du fabricant, c'est une chasse gardée. Donc, avec des brevets. Donc, pour faire la même chose, on ne peut pas faire la même chose. Donc, on doit créer notre propre empreinte et notre propre technique. Donc, le but premier, c'est d'abord de maîtriser la technologie. Oui, maîtriser la technologie. Et pourquoi pas fabriquer d'autres robots et les vendre.
Moins cher, probablement. C'est normal, c'est certainement moins cher, car les appareils spécialisés, c'est la majorité, la plus grande partie du prix, c'est le savoir-faire. Hein, mais les composants et le truc mécanique, c'est abordable. Le prix est abordable. Très bien. Vous nous montrez un troisième projet? Un troisième projet, c'est nous avons des drones. Des drones, effectivement. Des drones volants. La même chose dans cette équipe, elle s'intéresse beaucoup plus au contrôle. Donc, contrôler un drone volant, ça nécessite une multitude de capteurs. Déjà connaissant la hauteur, la pose du drone dans 3 dimensions, c'est-à-dire comment il est par rapport à ces 3 axes. Et il y a la partie application, c'est-à-dire soit on a déjà un petit lien pour des applications. Alors les 3 modèles qu'on voit là sont opérationnels et ont été conçus de A à Z au sein du CDTA. Ont été assemblés au CDTA. Assemblés au CDTA, et pour l'instant, ils sont en train de maîtriser les différents types de commandes. C'est pour l'instant. Alors les applications des drones, on les connaît, c'est l'agriculture, c'est la météo, c'est la surveillance aussi, bien évidemment. Oui, mais pour l'instant, on s'intéresse beaucoup plus aux différentes techniques issues de IA. L'intelligence artificielle. Hatem. Est-ce qu'on peut dire que vous faites un peu du reverse engineering? C'est-à-dire vous prenez des technologies qui existent, vous les assemblez, vous maîtrisez ce qu'il y a dedans pour essayer de reproduire ça? C'est une bonne question. Est-ce que vous développez from scratch ou alors effectivement vous prenez des drones qui existent, vous les reverse engineerez et vous essayez d'appliquer ça aux spécificités algériennes? Le reverse engineering vient avec l'expertise. Si on est bien expert, donc on peut faire du reverse engineering. C'est normal. Commencer déjà from scratch. C'est-à-dire que c'est pas de la copie de technologie. Voilà. Ça ne sert à rien. Donc on commence avec des systèmes qui existent. On essaie de comprendre le fonctionnement, ajouter notre plus, c'est-à-dire changer. Par exemple, généralement, ils viennent avec par exemple, la loi de commande PID. Donc, nous, on change le PID en loi de commande basée IA, basée physiologique, neuronale, etc. Très bien. Ma dernière question, en rentrant au CDTA tout à l'heure, j'ai été surpris par l'affluence, le nombre de stagiaires, etc. Vous en avez au sein de votre laboratoire? Vous en accueillez? Oui, effectivement, chaque année. Un flux d'étudiants, c'est l'équipe division robotique possède 6 équipes. Chaque équipe en moyenne encadre en moyenne 3 à 4 binômes par année. Donc vous faites le calcul. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger 3. Et on pénètre tout de suite dans l'antre du docteur Kahlouch Chouhila, qui est maître de recherche, catégorie B. Merci beaucoup de nous accueillir. Monsieur. Alors, vous travaillez sur quel projet au sein de ce laboratoire? Donc, notre projet s'intéresse à la réalisation de robots de surveillance dans un milieu d'intérieur. C'est un robot de service qui a pour objectif d'aider ou seconder l'agent humain dans sa tâche de surveillance. Alors, c'est celui qu'on est en train de voir, c'est le petit, voilà. Exactement, ça, oui. Des caméras. C'est des caméras, il possède plusieurs caméras, donc elle n'est pas encore installée. Installé? 360 oui, exactement. C'est un capteur laser avec lequel on peut créer une carte d'environnement dans laquelle le robot va se déplacer en créant une trajectoire optimale et en évitant les obstacles. Alors, que je comprenne bien, j'essaie d'expliquer à nos auditeurs. Grosso modo, cette caméra va analyser le surrounding, le paysage, et à partir des informations recueillies, il va choisir la trajectoire la plus optimale pour éviter les obstacles. Exactement. En même temps, il peut analyser à travers la caméra embarquée la scène perçue. Donc, et à partir de là, il peut déclencher une alarme si il perçoit un comportement suspect, comme vous voyez dans l'image là, donc un comportement de vandalisme ou de. Ah, il est capable de comprendre ce qu'il voit. En utilisant les techniques d'intelligence artificielle. Exactement. Comment est-ce qu'on crée ça, en essayant d'expliquer ça encore une fois à nos auditeurs qui ne sont pas ingénieurs? Vous parlez de l'intelligence ici. Voilà.
Donc, on fait un apprentissage sur une base de données. C'est-à-dire qu'on lui montre des images d'infraction, de vandalisme, et on explique à la machine, si tu vois quelque chose qui ressemble à ça, c'est probablement du vandalisme. Un comportement suspect, et donc il faut déclencher une alarme et donc demander l'intervention de l'agent humain. Ça risque pas de mettre au chômage les agents de sécurité, notamment ceux du CDTA? C'est fait pour aider ou bien seconder un système de surveillance, non pas pour remplacer à 100% le système de surveillance. C'est en appoint en fait. Oui, exactement. Hatem. Je veux juste rajouter une chose, c'est qu'il y a des systèmes où on met beaucoup de caméras dans une enceinte, plein de caméras, et des fois on n'arrive pas à avoir tous les angles, donc on peut éviter. Avec ça, déjà on met moins de caméras, donc c'est une seule ou deux caméras qui se déplacent. Et c'est ça l'avantage, même sur le plan, je pense, coût, même aussi coût, etc. Éviter les angles morts. Voilà, donc et puis, un robot ne se fatigue pas comme un humain. Enfin, il y a de la batterie aussi, donc... Exactement, mais bien sûr. Et l'intelligence artificielle en question, est-ce que pareil, mise au point au sein du CDTA, ou alors vous utilisez un noyau que vous adaptez à vos besoins? On fait l'apprentissage. Le machine learning. On utilise les bases de données publiques. D'accord. Mais on peut créer notre propre base de données si on veut personnaliser notre module de reconnaissance d'actions suspectes. On peut personnaliser selon les comportements suspects qui puissent... Les spécificités sociologiques de chaque pays, de chaque environnement. Exactement. Très bien. Vous nous parlez de cette voiture de Big Jim pour les anciens, qui est superbe. Qu'est-ce que c'est? Au niveau de notre équipe, qui est l'équipe navigation, contrôle de robots mobiles, donc on traite plusieurs aspects de la robotique, entre autres la robotique donc de véhicules urbains. Voilà, ce que vous voyez là, c'est le transport urbain. Donc, c'est utilisé pour transporter les personnes de manière intelligente dans les rues. Elle est autonome, c'est une voiture autonome en fait. Une voiture autonome, oui, exactement. Elon Musk peut commencer à trembler. Voilà. Et bien pareil, racontez-nous le processus, comment ça se crée ça? Il y a plusieurs modules qui ont été... donc nous avons ramené ce véhicule-là, et on ne l'a pas fabriqué ici, mais il y a plusieurs modules qui ont été... plugués, rajoutés. Entre autres la détection de personnes, la reconnaissance des plaques de signalisation. Donc plusieurs modules d'intelligence artificielle ont été implémentés. Hatem Houssini. Et puis ce genre de véhicule, il y a aussi des applications dans des centrales nucléaires, dans des endroits hostiles. Là où l'humain ne peut pas... Il vaut mieux envoyer le robot plutôt que d'envoyer un technicien. Le véhicule donc, utilise toute la signalisation qu'il y a à l'intérieur et tout pour un petit peu... Il est opérationnel? Il fonctionne? Oui, il est opérationnel, oui. Très bien. Vous nous montrez un dernier projet? Oui. Et on vous laisse retourner à vos recherches? Par exemple, celui-là, il est destiné au domaine de la médecine, donc au domaine de la santé. C'est un robot, c'est une chaise motorisée qui va aider les gens à mobilité réduite de se déplacer de manière soit autonome, soit semi-autonome. Surtout pour ceux qui ont un handicap assez sévère et qui ne peuvent pas utiliser les chaises classiques. Hatem. Et elle utilise quoi comme moyen d'automatiser ce... Ils utilisent, donc ici, il y a des moteurs, il y a un capteur laser qui détecte l'environnement, donc détecter les obstacles et donc tracer le chemin. Même technologie que le petit robot qu'on vient de voir. On utilise tous les mêmes technologies, sauf que le domaine d'application qui change. Là, c'est la santé, là, c'est le transport, et là, c'est la surveillance. On a plusieurs domaines d'application qui nous intéressent au niveau de l'équipe. Très bien. Est-ce que, une fois que ça va être commercialisé, on l'espère, est-ce que ça va être à la portée de toutes les bourses? Surtout quand on connaît la situation des personnes en situation de handicap dans notre pays, avec une bourse absolument risible. Est-ce que ça va être jouable pour le malade algérien? Bon, moi, je suis pas le chef de projet, mais je peux répondre à cette question. C'est-à-dire, la chef de projet a proposé plusieurs solutions selon les bourses, comme vous venez de dire. Il y a la solution semi-autonome, il y a la solution autonome. Donc, chaque solution a un coût différent de l'autre. Et ce sera quel que soit X moins cher que si on importe une même chaise de l'étranger. C'est-à-dire cette chaise, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à une chaise électrique, c'est-à-dire où
le gars, il manipule avec une petite manette. Avec un joystick. Un joystick, il manipule son déplacement. Est-ce que ça veut dire que c'est pour des personnes qui ne peuvent même pas manipuler, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Exactement, parce qu'il y a un module à 100% autonome, c'est-à-dire qu'elle peut même être utilisée avec une application Android où la personne peut appeler de son emplacement, appeler la chaise. D'accord, donc il est au salon, la chaise est dans le jardin, je programme le tracé, la chaise vient chez moi, je m'assieds et m'emmène là où je veux, à la cuisine, dans une autre chambre, etc. En plus, l'apport principal, c'est que c'est fait chez nous. Tout est fait chez nous. Voilà. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Je vous en prie. Merci à vous. الجزائريين ورنا يا زينة البلدان طلب ربي بزولة الرحمن الجزائر يا بلادي يا زينة البلدان طلب ربي بزولة الرحمن Prochaine étape donc de notre visite du CDTA, la division milieu ionisé et laser. Et avec nous le docteur Ouchaben, qui est directeur de recherche et qui va nous expliquer les secrets de sa caverne d'Ali Baba. Franchement, ça me rappelle mes belles années quand j'étais encore étudiant. Merci pour l'accueil, docteur. Je vous en prie, bienvenue au CDTA, bienvenue au laboratoire des plasmas. Alors, ça fait quoi dans ce laboratoire? Quelle est sa mission? Bon, le laboratoire des plasmas, on travaille avec le 4e état de la matière, c'est-à-dire là, on prend de la matière sous forme de gaz ou de solide, et puis on injecte dans la matière de l'énergie, la matière va passer de l'état du solide, liquide, gazeux, vers le plasma. Vers le plasma. Le plasma, c'est un état qui est très ionisé, c'est pour cela on est dans une division des milieux ionisés et laser. Donc on travaille avec les milieux ionisés.
Habituellement, on travaille avec des plasmas à basse pression. On crée un plasma à basse pression dans une chambre pour traiter des matériaux, pour leur conférer des propriétés voulues, telles que des propriétés mécaniques, électroniques, optiques, etc. Actuellement, on est passé de la création d'un plasma basse pression à la création de plasma à pression atmosphérique. Alors, on va essayer d'expliquer, de vulgariser un peu à nos auditeurs. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'on travaille avec un plasma à pression atmosphérique, on travaille avec des gaz purs et on travaille avec de l'air, par exemple. On peut créer un plasma qu'avec de l'air. Et à partir d'un plasma d'air, on peut traiter des matériaux, on peut traiter des cellules, on peut traiter, par exemple, la matière vivante, la matière organique et la matière inerte. Voilà. Très bien. Vous nous expliquez 2-3 projets sur lesquels vous êtes en train de travailler? Comment on est passé à travailler avec les plasmas à pression atmosphérique? On est passé à travailler avec les plasmas atmosphériques dans le cadre d'un projet d'une équipe mixte appelée groupe de recherche sur le plasma médical. Donc groupe de recherche sur le plasma médical. Voilà, GRPM. Donc l'équipe, elle est formée de physiciens, d'électroniciens et de médecins. Elle est pluridisciplinaire. Elle est pluridisciplinaire. Donc on travaille avec l'hôpital France Fanon, avec la faculté de médecine de l'université de Blida et notre laboratoire. Donc c'est une tripartite. C'est rare quand même d'associer des médecins à des processus de recherche. Oui, le plus intéressant, c'est passer d'un produit issu d'un laboratoire vers une application pratique. Une application pratique dans le domaine médical, par exemple. On a travaillé sur un stérilisateur qui travaille avec c'est-à-dire un générateur d'ozone avec lequel on peut stériliser des outils médicaux. Donc, on a conçu un système pour générer de l'ozone à partir de l'air et comme application médicale, c'est la stérilisation. C'est-à-dire, au lieu que l'infirmier à chaque fois ramène sa bouteille d'alcool et prenne du temps pour tout stériliser pour la prochaine opération, là, c'est un processus qui va être facile, rapide et surtout sûr. L'avantage le plus important, c'est qu'on peut stériliser même les polymères. La stérilisation par ionisation ou par création d'un plasma d'ozone, on peut stériliser beaucoup de matières. C'est-à-dire la matière qui ne résiste pas à la température, par exemple, comme les polymères, on peut stériliser les polymères. On peut stériliser même, par exemple, quelque chose qui est attaqué par des produits chimiques. Donc l'ozone n'attaque pas, il oxyde, c'est vrai, il oxyde, mais il attaque les bactéries, il attaque les virus, il attaque les... Là où l'ozone passe, le virus ne repousse pas. Voilà, exactement. Je vous donne le slogan, je prends 10%. Hatem Husseini. En fait, c'est un domaine un peu difficile c'est-à-dire à faire sortir vers les utilisateurs. Hein. C'est-à-dire, moi, pourtant j'étais au CDTA, c'est-à-dire, je le voyais comme de la recherche fondamentale, un petit peu tout ce qui se fait dans ce domaine-là. C'est pas de la recherche fondamentale, c'est c'est pas de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée. On veut appliquer la technologie plasma dans les différents domaines. Par exemple, actuellement, on travaille dans le cadre d'un projet PNR 2023 avec l'OAIC. On travaille avec l'OAIC pour traiter les graines de céréales avec de l'ozone. Donc on injecte à la place de produits chimiques et pollution qui provoquent des pollutions dans l'environnement, on utilise l'ozone pour traiter les céréales et augmenter bien sûr la durée de vie lors du stockage des céréales. Donc notre vœu, c'est aller vers des applications dans les différents domaines où l'ozone a une influence sur les cellules, sur les bactéries, sur les insectes, et remplacer les pesticides avec de l'ozone. Et qu'est-ce qu'il faut comme maquette pour un petit peu mettre en place une solution
c'est-à-dire qui va être pérenne, efficace et qui va être dans le domaine socio-économique. Dans le domaine, justement, il faut pour passer du laboratoire, voilà, pour passer du laboratoire vers le domaine socio-économique, il faut passer étape par étape. Donc, ce qu'on appelle les TRL. Les TRL, c'est important. Respecter la règle des TRL, c'est important. On respecte la règle des TRL en passant du laboratoire, de la faisabilité du procédé, et on commence à grimper dans l'échelle des TRL jusqu'à arriver à la partie 9. Donc, actuellement, on travaille avec l'OAIC sur un prototype. On va concevoir ici au CDTA un prototype de silo qui contient à peu près 120 kg de blé, et on va essayer de traiter le blé avec de l'ozone et voir les effets du traitement sur le blé et la durée de vie aussi du blé pendant le stockage. Et nous arrivons à la division télécom, division qui est chapeautée par le docteur Awesh Mostafa, qui est directeur de recherche. Merci beaucoup pour votre accueil, docteur. Soyez les bienvenus, la chaîne 3 bien sûr. Et moi je suis docteur Awesh Mostafa, directeur de recherche au niveau de la division télécom et chef d'équipe système d'information avancé. Alors vous nous parliez à l'instant de Smart City, de poubelles intelligentes, faites-nous rêver. Donc parmi les projets concernant au niveau de la CDTA et concernant le système d'information avancé, nous avons développé un système de monitorage intelligent pour la collecte des déchets pour les municipalités algériennes. Donc la description pour ces produits, on peut dire que c'est un système de surveillance intelligent conçu pour améliorer la collecte des déchets solides dans les municipalités algériennes. Apparemment, le système utilise des technologies avancées telles que l'Internet des objets, le cloud computing et l'intelligence artificielle pour un objet d'optimiser le processus de collecte des déchets et améliorer l'ensemble du système de gestion des déchets. Alors qu'on comprenne bien, grosso modo, des communes ont des réceptacles, ont des poubelles, et là vous êtes en train de mettre au point une solution pour ramasser en fait ces déchets de la manière la plus optimale. Si telle poubelle a tendance à se remplir plus rapidement que telle autre poubelle, ben on va optimiser le trajet de collecte en fonction de son taux de remplissage, etc. etc. C'est-à-dire on va remplacer le système classique par un système dynamique, c'est-à-dire un système dynamique de la collection des déchets rapidement, efficace et en temps réel. Ça, c'est la différence entre le système classique, c'est la collection. Parce que chez Netcom, par exemple, nos amis de Netcom, c'est toujours le même circuit de ramassage. C'est le système classique. Par ailleurs, le système classique, vous avez des problèmes au niveau de la collecte. Comment dirais-je, les poubelles sont toujours pleines ou pleines. Et le problème qui se pose au niveau de la municipalité algérienne, que la collecte est difficile. Apparemment, l'optimisation des tracts, l'optimisation des travailleurs, ainsi de suite. Donc, le problème posé, on a développé un système qu'on appelle iBin, se compose de bacs intelligents équipés de capteurs capables de détecter le niveau des déchets en temps réel. Donc, ces capteurs sont connectés à une plateforme centrale. Comment dirais-je, on utilise le cloud computing pour traiter et analyser les données collectées. Plateforme mise en place, créée au niveau du CDTA. Bien, c'est une plateforme locale développée par des ingénieurs et notre staff technique et notre chercheur. Donc, la solution, c'est pure algérienne 100%. Et on a testé cette plateforme au niveau de la commune de Bab Hassan et comme vous voyez sur le... Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir sur cet écran avec plein de voyants lumineux, jaune, rouge, bleu, voilà. Donc, c'est le caractéristique technique de la iBin. C'est une plateforme qui utilise des poubelles extérieures équipées de capteurs pour une collecte efficace des déchets. Lorsque les poubelles sont presque pleines ou pleines, ce système optimise le processus de collecte, réduit les coûts et améliore la gestion globale des déchets. Également, un environnement plus propre et on réduit les déchets. Très bien. Hatem, tu voulais intervenir. Je voulais juste savoir la partie télécom. Comment vous la traitez? Qu'est-ce qu'il y a comme solution télécom pour ce genre d'application? Bon, Christian, le système est composé de trois principaux niveaux. On peut dire le device level, le niveau du capteur, comprend des capteurs, des microcontrôleurs, des interfaces de réseau et des éliminations attaquées de couvertes de la poubelle pour la collection et la transmission des données. Alors qu'on comprenne bien, ces poubelles qu'on voit dans la rue, on va leur mettre des petits capteurs invisibles, et c'est développé évidemment localement au sein du CDTA, et ce sont ces capteurs qui vont envoyer toutes les informations à la solution. C'est un module GSM. C'est un module GSM, d'accord. À travers la plateforme qui est développée aussi au niveau de télécom.
On n'a pas besoin de 4G, ou là, c'est juste... On a utilisé le 4G parce que ailleurs, ailleurs, on n'a pas d'Internet. Donc, la seule moyen de communication, c'est le GSM. Donc, apparemment, quand on utilise le GSM, on va utiliser la puce. Donc, cette puce transfère les informations from the local, from la poubelle outdoor. La poubelle qui est dehors, en fait. Et elle transfère les données sur la plateforme IP. Et ça évite évidemment les fameuses zones d'ombre sans réseau. Donc, les analyses et les traitements et toutes les décisions sont prises au niveau de la plateforme IP. Merci beaucoup, docteur. Welcome. Merci. Et la dernière étape de notre périple au sein du CDTA, c'est la fameuse, la légendaire, la mystérieuse salle blanche. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? On va poser la question au docteur Garoudj Elias. Marhaba bik. Alors pourquoi salle blanche justement? Salle blanche, c'est un environnement contrôlé en termes de plusieurs paramètres, température, d'humidité. C'est un environnement où on peut faire des expérimentations dans un environnement bien précis, c'est-à-dire la température elle est contrôlée. En fonction des paramètres dont j'ai besoin pour mon expérience. Voilà, donc il n'y a pas de contamination, c'est-à-dire on cherche à réaliser des circuits à l'échelle micrométrique, sachant qu'on n'aura pas des poussières, des contaminations surtout. Très bien. Et cette salle blanche, bien sûr, elle est, je pense, ouverte aux chercheurs qui vont faire leur application, donc ils vont les réaliser dans cette salle. Même des universitaires aussi, c'est ça? Donc ici, au sein de la salle blanche, on peut réaliser des circuits, on peut faire des études, on peut faire des expériences, on peut même former des étudiants de niveau licence, master et même des doctorats pour des travaux de recherche. C'est vrai que ça a l'air d'un autre centre au sein du CDTA. Voilà, même la peinture est différente, la lumière est différente. C'est un environnement bien particulier pour faire des trucs bien précis. Pouvez-vous nous détailler 2-3 projets qui ont été élaborés justement grâce à l'apport de cette salle? Par exemple, ça, qu'est-ce qu'on est en train de voir là tout de suite? Donc, c'est un prototype d'un système anti-incendie par onde acoustique. Donc, c'est un projet qui a comme but d'appliquer les ondes acoustiques à basse fréquence afin de pouvoir atténuer un feu important. Comment ça fonctionne sur le terrain? Il y a un incendie, je ramène cette machine, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, on a un robot mobile qui possède des capteurs de flamme. Donc, en utilisant ces capteurs, on va détecter la présence de la flamme. Ensuite, le robot va se déplacer et calculer en temps réel la température dans l'environnement où on pose notre robot. Une fois atteint une température bien calculée, donc l'algorithme va permettre au robot d'arrêter. Ensuite, on va générer un signal. C'est-à-dire qu'il y a un seuil de température, voilà, avant que le robot ne crame. Exactement, donc pour la sécurité du robot. Ensuite, le robot va s'arrêter, le canot va s'orienter vers la source du feu. Ensuite, on va générer un signal. Le signal généré permettra d'atténuer l'incendie. Voilà. Le principe de fonctionnement, c'est, on sait que pour avoir un incendie, il faut de l'oxygène. Donc, on joue sur ce paramètre précis. Donc, on va attaquer ou bien on va bombarder, on va reculer les molécules d'oxygène. Donc, un fait de l'absence d'oxygène. D'accord. Et si j'ai bien compris, les cartes qui font fonctionner ce robot ont été réalisées dans la salle blanche ou quelle est la relation avec la salle blanche? C'est un projet qui rentre dans le cadre de la sécurité de la salle blanche, c'est-à-dire en évitant ou bien en détectant la présence d'un incendie, on va directement faire action par ce robot afin de pouvoir atténuer un feu bien déterminé. Et l'autre avantage de ce robot, c'est la capacité d'atténuer des types bien définis et bien dangereux. Par exemple, les feux des liquides, les produits chimiques. Oui, donc, voilà, pour un produit chimique, il est vraiment difficile de pouvoir atténuer un feu pareil. Donc, à travers cette technologie, on pourra vous faire une démonstration pour démontrer l'efficacité de ce robot.
Donc il est pour beaucoup plus des applications indoor, à l'intérieur de les zones industrielles, les usines. Par exemple, et on peut aussi l'utiliser outdoor, par exemple dans un grand feu où on veut réaliser un couloir afin d'évacuer de sécurité. Les victimes, etc. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il n'y a pas de souci. Et on termine évidemment l'émission avec notre hôte, le docteur Kaderi, qui nous a permis de faire cette émission spéciale au sein du CDTA. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à vous de venir et de vous intéresser au centre de recherche et au CDTA particulièrement. Vous avez déjà vu 3 divisions et une plateforme, donc ça vous ouvre l'appétit de venir une autre fois. Avec grand plaisir. Les autres divisions et les autres plateformes. Donc comme vous voyez, le CDTA, c'est 5 divisions de recherche. Chaque division a une thématique de recherche particulière. Il y a 4 plateformes technologiques, l'une en microfabrication, l'autre en prototypage mécanique, une 3e en projection thermique et une 4e en capteur et MEMS. Très bien. C'est aussi un centre, on en a parlé en entrant, qui suscite des vocations, vu le nombre de chercheurs externes, vu le nombre de stagiaires, vu le nombre de jeunes qui s'intéressent au CDTA. Le CDTA, réellement, il est très connu dans le milieu universitaire et recherche. C'est-à-dire que c'est l'un des plus anciens centres de recherche. Au début, c'était le HCR, puis après la restructuration du HCR, le Haut Commissariat à la Recherche, il y a eu la création de plusieurs centres de recherche, parmi eux le CDTA. C'était 88. 88. Un petit mot justement en direction de ces apprenants, de ces jeunes. Des fois, on fait des portes ouvertes ici au CDTA. C'est intéressant pour que les étudiants, surtout de première année, deuxième année, de venir visiter pour que ça leur ouvre les esprits. Ça suscite des vocations. Voilà. Et ça peut l'inciter à prendre une telle spécialité parmi d'autres. Hatem, le mot de la fin est pour toi. Oui, moi j'encourage surtout les startups d'aller vers des projets de ce genre et de se connecter un petit peu avec CDTA, avec d'autres centres de recherche de ce genre, pour un petit peu voir les problématiques à développer et à complémenter avec ces centres de recherche. Ça, et puis apprendre aussi avec les chercheurs et tout. Le CDTA disposait d'un incubateur, puis avec le corona, on a arrêté, puis on a relancé. Actuellement, on relance l'incubateur. Donc, il y aura qui sera dirigé vers les étudiants et vers nos chercheurs du centre. Eh ben, ça nous donnera l'occasion de revenir pour visiter l'incubateur en question. Merci beaucoup. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde, tu connais la formule. Et à jeudi prochain.